Bonjour, on est sur notre huitième séance du cours de comptabilité des groupes et de la comptabilité internationale selon les normes IAS, IFRS. On est sur le sixième chapitre qui traite la consolidation selon les normes IAS et IFRS. Je rappelle à ce niveau-là qu'il faut revoir les deux premières séances de notre cours pour mettre le lien avec les éléments relatifs à la comptabilité du groupe et la suite qui va être traitée selon les normes IAS et IFRS au niveau de la consolidation au niveau de cette séance. Première norme que nous allons traiter, c'est l'IAS 27 modifié qui concerne les états financiers individuels. Le 12 mai 2011, l'IASB a publié une nouvelle version d'IAS 27 qui est appelée communément IAS 27 version 2011 qui s'intitule État financier individuel suite à la publication d'IFRS 10 État financier consolidé. À titre de rappel que l'IAS 27 a été déjà publié à partir de 2008-2009, mais elle avait traité au niveau des normes des états financiers individuels et consolidés. Mais à partir de 2011, et l'apparition et la publication d'IFRS 10 qui traite séparément l'état financier consolidé, on a été obligé à réformer la norme IAS 27 par une nouvelle version qui a un seul intitulé qui est l'état financier individuel. Les règles relatives aux états financiers individuels demeurent à ce niveau-là inchangées. Les autres sections d'IAS 27 relatives aux états financiers consolidés sont ainsi remplacées par l'IFRS 10 qu'on vient de le signaler. La nouvelle version d'IAS 27, version 2011, est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Donc, toujours dans la publication de normes, il y a un décalage annuel entre leur application qui constitue ou qui matérialise la situation transitoire ou bien la période transitoire qui permettra aux différentes entités internationales de mieux assimiler la norme et de l'appliquer dans les meilleures conditions. L'objectif de la norme est de se présenter les dispositions à appliquer pour la comptabilisation et les informations à fournir pour les investissements dans les états financiers individuels. Le champ d'application de la norme IAS 27 version 2011, la norme s'applique pour la comptabilisation et les informations à fournir par une entité présentant les états financiers individuels pour les investissements suivants. Les filiales, lorsqu'il s'agit d'un contrôle exclusif. Les co-entreprises, lorsqu'il s'agit du contrôle conjoint. Et les entreprises associées, lorsqu'on parle de l'influence notable. Donc, je rappelle également à ce niveau-là que dans les premières séances, nous avons bien déterminé ces notions-là. Lorsqu'il s'agit d'un contrôle exclusif, l'entité détient un pourcentage de contrôle qui dépasse les 50% pour dire qu'il s'agit d'une filiale. La différence maintenant entre une co-entreprise et une entreprise associée est que la co-entreprise est sous contrôle conjoint, c'est-à-dire que les décisions importantes sont prises par l'unanimité, ou bien le pourcentage de contrôle est réparti entre deux ou plusieurs entreprises sans exclure la décision d'une entreprise. C'est-à-dire que les décisions importantes stratégiques doivent être prises à l'unanimité. Alors que l'entreprise associée, à ce niveau-là, elle est sous influence notable, c'est-à-dire que le pourcentage est supérieur à 20% sans pour autant être dans un contrôle conjoint ou dans un contrôle exclusif. Dans les définitions, on va mettre que les états financiers individuels sont des états présentés par la société mère, un investisseur exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entreprise détenue dans laquelle les investissements sont comptabilisés selon l'IFRS 9. Et je vous rappelle que nous avons traité l'IFRS 9
au niveau de la séance précédente, séance 7. À titre de remarque, ne sont pas considérés comme des états financiers individuels les états d'une entité qui n'a pas de participation. Maintenant, on va traiter une autre norme liée au principe de consolidation à ce chapitre-là, l'IAS 27 modifié également, qui traite la participation dans des entreprises associées et des co-entreprises. Le 12 mai, donc toujours dans la même date, donc il y avait une réforme liée à ce chapitre-là qui était une période décisive dans l'année 2011. Le 12 mai 2011, l'IASP a publié une nouvelle version de l'IAS 27, appelée également IAS 28 plutôt, IAS 28 version 2011, qui s'intitule Participation dans les entreprises associées et co-entreprises, suite à la publication de l'IFRS 11 qui traite les partenariats, qui annule et remplace l'IAS 31 Participation dans les co-entreprises. L'IAS 28 a été modifié pour être conforme aux modifications apportées suite à la publication de l'IFRS 10, État financier consolidé, l'IFRS 11 qui traite les accords conjoints et l'IFRS 12 qui traite les informations à fournir sur les participations dans les autres entités. La nouvelle version de l'IAS 28 version 2011 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014, comme nous l'avons précisé au niveau de l'IAS 27 version 2011. L'objectif de la norme est de présenter le traitement comptable des participations dans les entreprises associées ainsi que l'application de la méthode de la mise en équivalence. Le champ d'application de la norme IAS 28. La norme IAS 28 version 2011 s'applique à toutes les entités ayant des participations sous contrôle conjoint, on parle des co-entreprises, ou bien l'influence notable, on parle dans ce niveau-là à des entreprises associées. Dans les définitions, on va rappeler certaines notions que nous avons déjà traitées. Le contrôle conjoint est le partage contractuel convenu du contrôle d'une entité qui consiste principalement à avoir l'accord unanime, ça c'est très important, l'accord unanime des contractants lors de la prise de décision relative aux activités importantes de l'entité. L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques opérationnelles et également financières d'une entité sans contrôle conjoint ni exclusif. Donc ça, c'est également très important, sans contrôle, sans être dans le contrôle conjoint ou dans le contrôle exclusif. Cette influence est présumée lorsque l'investisseur détient au moins 20%, donc 20% ou plus, ou bien plus, c'est-à-dire donc de l'entité concernée, sauf indication contraire, substance over form. Donc toujours au niveau de la normalisation internationale, on rappelle que le principe de substance over form, c'est-à-dire la réalité économique, est très important. C'est-à-dire dans ce cas-là, même si une entité il détient moins que 20% et il participe dans les politiques opérationnelles et financières, donc on va le considérer dans l'influence notable. Donc la rigidité liée à tout ce qui est juridique n'est pas importante face à la réalité économique. Ou bien une entité qui détient plus que 20% et ne participe pas dans la politique opérationnelle et financière, n'a pas cette possibilité, n'a pas ce pouvoir d'y participer, on ne va pas la considérer sous l'influence notable. L'application maintenant de la méthode de la mise en équivalence. Donc la méthode de la mise en équivalence consiste à comptabiliser une participation au cours lors de la comptabilisation initiale, plus ou moins la part de l'investisseur dans les résultats ultérieurs de l'entité. À titre de remarque, la quote-part de la société mère est calculée sur la base du pourcentage d'intérêt actuel de celle-ci dans les entités concernées. Également, la méthode de calcul des pourcentages d'intérêt, on l'a déjà vu
au niveau de la séance 2. Vous pouvez la réviser. Nous avons des exemples, des applications pour le calcul du pourcentage d'intérêt et la différence avec le pourcentage d'intérêt et le pourcentage de contrôle. Le regroupement des entreprises est concerné par l'IFRS 3 que nous allons évoquer à ce niveau-là. Donc, le 3 juin 2009, la version améliorée de l'IFRS 3 a été adoptée. L'objectif de cette norme IFRS 3 est de présenter les règles et principes comptables applicables lorsque l'entité qui présente les états financiers est concernée par une opération de regroupement d'entreprises. Le champ d'application maintenant de cette norme est la norme IFRS 3 s'applique aux opérations de regroupement d'entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on entend par regroupement d'entreprises? Pour qu'une transaction soit qualifiée de regroupement d'entreprises, les actifs et les passifs repris doivent constituer une entreprise. Donc, les actifs et les passifs doivent constituer une entreprise. C'est une condition importante pour valider les regroupements d'entreprises. Donc, dans une remarque, on va présenter les éléments qui ne sont pas concernés par cette norme, à savoir la formation d'une co-entreprise, l'acquisition d'un actif qui n'est pas une entreprise, ou bien une combinaison d'entités ou d'entreprises sous contrôle commun. Dans ces trois conditions, trois éléments, ils ne font pas partie de regroupement d'entreprises selon la norme IFRS 3. Présentation maintenant de la méthode d'acquisition. Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode d'acquisition et cette méthode consiste à identifier l'acquéreur en première étape, déterminer la date d'acquisition, comptabiliser et évaluer les actifs identifiables, et là, la notion d'identifiable, nous l'avons également traité dans la séance 6, à revoir également, acquis par les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise. Comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit réalisé suite à une opération avantageuse. On parle d'un goodwill s'il s'agit d'un goodwill ou bien d'un badwill lorsque l'opération n'est pas avantageuse, elle est désavantageuse. À titre de remarque, les actifs et les passifs repris sont évalués à la juste valeur à la date d'acquisition. Maintenant, on va passer au calcul du goodwill. Le goodwill est égal à la contrepartie transférée par l'acquéreur à évaluer à la juste valeur à la date d'acquisition. La contrepartie transférée, c'est-à-dire la partie qui est transférée par l'acquéreur au niveau de regroupement d'entreprise, et il doit être évalué, comme on vient de dire, à la juste valeur à la date d'acquisition au niveau de la comptabilisation initiale. Maintenant, on parle de l'évaluation du goodwill. Le montant de la participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise évalué selon l'option retenue. Il y a également soit un goodwill complet ou bien un goodwill partiel, global ou partiel. Donc le montant de la participation qui ne donne pas le contrôle, on parle à ce niveau-là. La juste valeur de la participation détenue antérieurement dans l'entité acquise, on l'ajoute également. Et enfin, on retranche le solde net des montants à la date d'acquisition des actifs identifiables et des passifs évalués à la juste valeur. Bon, pour mieux concrétiser cette formule-là, on va passer à une application. Donc, nous avons en 2021, la société M a acquis une participation de 15% dans le capital d'une société T pour un montant de 20 000 en milliers de dirhams. Au cours de l'exercice 2022, la société a acquis 50% complémentaire du capital de T pour un montant de 200 000. Toujours les montants en milliers de dirhams. Juste valeur des actions acquises, entre parenthèses, on nous signale qu'il s'agit bien à ce niveau-là de la juste valeur. Donc la juste valeur des actifs et des passifs de la société T au moment de la prise du contrôle est de 350 000 en milliers de dirhams. On cherche à déterminer le montant du goodwill selon les deux méthodes. Goodwill complet
et goodwill partiel. La première chose qu'on va essayer de clarifier, c'est la différence entre le goodwill complet et le goodwill partiel. Quelle différence à ce niveau-là? Donc, pour corriger cette application, nous avons mis devant nous les données de l'application et on va tracer un tableau dans lequel on va calculer le goodwill complet et le goodwill partiel. Mais bien avant, comme on vient de le signaler, on va préciser c'est quoi la différence. Donc, la différence du goodwill entre les deux méthodes revient aux intérêts minoritaires. Donc, aux intérêts minoritaires qui sont mentionnés au niveau de la formule. Donc, on va voir élément par élément de la formule que nous avons déjà présenté. Vous pouvez y revenir par la suite. Donc, le contrepartie transféré par la société M à la date d'acquisition. Donc, à la date d'acquisition, c'est le montant de 200 000. Voilà. Il n'y a aucune différence entre les deux méthodes, c'est le même montant. Deuxième élément qu'on va ajouter, c'est les intérêts minoritaires. Et là, on va faire la différence entre le goodwill revenant aux intérêts minoritaires entre la méthode du goodwill complet et du goodwill partiel. Au niveau du goodwill complet, on retient la formule suivante. Donc, on va mettre 200 000 divisé par 0,5 qui revient à 50% des complémentaires, multiplié par 35%. Donc voilà, c'est 50 moins 15%, c'est donne 35% qui va nous donner un montant de 140 000. L'intérêt minoritaire également à ce niveau-là, c'est 350 000 multiplié par 35%, 122 500. Donc, au niveau du goodwill complet, on retient le montant d'acquisition, on va le diviser par le pourcentage qui est acquis, et par la suite, on multiplie par le pourcentage de l'intérêt minoritaire. Donc, l'intérêt minoritaire, c'est quoi? C'est tout simplement les 100% moins les 15% détenus initialement, plus 50% détenus à la suite, donc pour nous donner 35% qu'on va appliquer dans les deux. Donc au niveau du goodwill partiel, on travaille avec la valeur, juste valeur au moment de la prise du contrôle. La juste valeur des 15% déjà détenus, on va retenir la formule la même, c'est 200 000 divisé par 0,5 multiplié par 15%, il va nous donner 60 000. Et voilà donc la même formule que nous avons au niveau de goodwill partiel de la deuxième méthode. Comme je viens de signaler, la seule différence c'est au niveau des intérêts minoritaires. Le dernier élément, c'est la juste valeur des actifs et passifs identifiables de T, qui est égale à 350 000, c'est-à-dire la valeur au moment, donc la juste valeur au moment de prise de contrôle, c'est 350 000. Et on va la retrancher, donc on va mettre 200 000 plus 140 000, 200 000 plus 140 000 plus 60 000, moins 350 000, qui va nous donner un montant du goodwill qui est égal à 50 000. On fait de la même façon au niveau de goodwill partiel, on rassemble 200 000 plus 122 500 plus 60 000 et on retranche 350 000 pour retrouver une valeur de goodwill de 32 500. On va maintenant passer à l'IFRS 10 qui concerne les états financiers consolidés. Donc, l'apparition, la publication de cette norme et la revue, elle a influencé les autres normes que nous avons déjà précitées et on était obligé de créer une norme spécifique aux états financiers consolidés qui concerne l'IFRS 10. Donc, l'IASB a publié le 12 mai 2011 cette norme IFRS 10, état financier consolidé. IFRS 10 vient d'amender l'IAS 27 pour passer à une IAS version 2011, donc les états financiers consolidés et individuels auparavant, qui s'intitule à compter de cette même date, qui est 2011, état financier individuel, que nous avons déjà présenté au début de ce chapitre-là, l'IAS 27 version 2011.
Donc, l'objectif de la norme, c'est-à-dire la norme IFRS 10, est de présenter les principes et les règles applicables dans le cadre de la préparation et la présentation des comptes consolidés des non-entités ayant le contrôle d'une ou plusieurs entités. Le champ d'application de cette norme IFRS 10, la norme IFRS 10 s'applique à toute entité contrôlant d'autres entités, sauf. Donc, les deux cas qui ne sont pas concernés par cette norme IFRS lors de la consolidation, c'est la société mère qui n'a pas l'obligation de présenter les comptes consolidés sous les conditions prévues par la norme, ou bien les régimes d'avantages post-emploi auxquels il y a la norme IAS 19 qui les gère. À titre de rappel, un groupe est une société mère et ses filiales et participations. Les états financiers consolidés sont des états d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs et les flux de trésorerie sont présentés comme s'il s'agit des états d'une seule entité. Donc, c'est l'explication de la notion de consolidation, ou bien des états financiers consolidés. Le pouvoir est le droit effectif conférant la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes de l'entreprise ou bien de l'entité concernée. Identification maintenant du contrôle. Les comptes consolidés sont basés sur la notion du contrôle qui détermine la méthode de consolidation à retenir. En effet, une entité doit apprécier régulièrement si elle contrôle d'autres entités selon les définitions et les critères prévus par la norme en tenant compte des changements des faits et des circonstances. C'est toujours de prévaloir la juste valeur et de prévaloir également la notion de le principe de la réalité économique. Une entité contrôle une autre si les conditions cumulatives ci-dessous sont remplies. Donc on parle du contrôle si nous avons ces trois conditions. Elle détient le pouvoir sur cette entité et nous avons déjà présenté la notion de contrôle du pouvoir, c'est-à-dire la capacité de prendre les décisions importantes. Elle est exposée ou a le droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité. Et elle a le pouvoir pour influer le montant des rendements reçus de l'entité. À titre de remarque, les entités dans lesquelles un groupe ne détient pas le contrôle, suite à un accord généralement impact d'actionnaire avec d'autres investisseurs, sont traitées selon les normes IFRS 11, IAS 28 ou bien l'IFRS 9. Pour concrétiser cette notion de consolidation, nous avons mis cette application qui est tirée d'un ouvrage qui traite sous-intitulé Introduction aux normes IFRS et bien adapté à notre situation. Donc, il y a certaines adaptations à cette application que nous avons jugé nécessaires, surtout au niveau des dates, au niveau des données que nous avons présentées et la manière avec laquelle nous allons présenter le corrigé de cette application que je rappelle est tirée d'un ouvrage qui traite les normes IFRS, IAS, IFRS de façon générale. Donc, la société M détient des participations dans 3 sociétés de la place intervenant en amont et en aval de son activité. La stratégie de la société consiste à diversifier ses activités via une intégration verticale. Les titres de participation de la société M sont constitués des éléments suivants. Titre A à 80% du capital pour un montant de 4 000. Toujours les montants, ils sont en milliers de dirhams. Les titres B, 50%. Je tiens à vous préciser qu'il faut noter certaines de ces informations pour pouvoir suivre avec moi le corrigé. Et 30% du capital pour le montant de 300 000. Donc ça, c'est le montant global des titres de participation qui est détenu par l'entreprise M qui s'élève à 5 300 qui vont figurer au niveau du bilan de l'entreprise M. Donc, au 31/12/2022, la société M a vendu une machine à la société A. Donc, il y a une cession de machine pour un montant de 2000 milliers de dirhams, amortissement sur 4 ans. Cette machine est acquise au 1/1/2021 à 3000 milliers de dirhams et va amortir sur 5 ans. C'est-à-dire lorsqu'elle était
chez l'entreprise M, elle était acquise pour 3 000. Et il avait un amortissement de 2 ans, c'est-à-dire à partir de 2021 jusqu'au 31/12/2022, par rapport à une période de 5 ans. Donc à ce niveau-là, vous pouvez détecter l'amortissement cumulé et la VNA ou la VNC. Au 1/12/2022, et dans le cadre du financement d'un projet, la société M a signé une convention de compte courant à court terme. C'est un prêt d'un associé. Donc, il a prêté à une entreprise à laquelle il détient une participation ou bien un contrôle exclusif. Avec la société A, le montant débloqué est de 1000 en milliers de dirhams avec un taux d'intérêt de 6% et c'était le taux du marché. Il est remboursable en juin 2023. Au cours de l'exercice 2022, les sociétés du groupe ont versé des dividendes suivants. Donc, total de dividendes, c'est 2000, 1000 de la société A, 500 de la société B et 500 de la société C. Les actionnaires de la société B, société M et le groupe E ont signé un pacte d'actionnaires qui stipule que les décisions importantes sont prises à l'unanimité. Dans ce cadre-là, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, donc je vais changer la couleur, donc cela veut dire quoi? Que l'entreprise B, il y a 2 actionnaires majeurs qui influencent les décisions, donc elle est sous contrôle conjoint. Donc, un pourcentage de participation, d'intérêt et de contrôle de 80%, donc on est dans un contrôle exclusif. Et on est dans le cadre, la seule information que nous avons, il y a 30%, il est supérieur à 20%. Dans ce cadre-là, il n'y a ni contrôle conjoint ni exclusif, mais il y a une influence notable. Ça, c'est le périmètre de consolidation ou bien les types de contrôle qui sont détectés à travers les informations de niveau de cette application. Donc, nous avons évalué ici un total de titres de participation qui est égal à 5300. Donc, les bilans, et ça c'est d'après les données de notre exercice, les bilans de la société, donc vous avez le bilan de la société mère et de la filiale A, de la co-entreprise B et également de l'entreprise associée C. Les CPC également, il y avait les montants suivants, donc vous pouvez arrêter et voir l'ensemble des chiffres relatifs. Donc il y a un résultat net de 2000 chez la société M, il y a de 2000 au niveau de la filiale A, de l'entreprise B il y a 1000 et de l'entreprise C il y a un résultat net de 500. Donc, je rappelle que le périmètre de consolidation que nous avons déjà présenté, donc il y a toujours un même pourcentage de contrôle et d'intérêt qui est égal à 80% qui revient au titre de participation. Et nous sommes dans un type de contrôle exclusif qui va nous donner ce qu'on appelle une consolidation qu'on appelle l'intégration globale. Lorsque nous sommes dans le cadre de la co-entreprise ou bien dans l'influence notable, on est en train de mettre une méthode de mise en équivalence. Donc nous allons voir les détails chiffrés de ces différentes méthodes et les différents calculs qui sont liés. Donc la première chose, c'est l'intégration, puisque comme vous constatez, il y a un contrôle exclusif de A. Donc on va intégrer M et A au niveau des bilans comme étape préliminaire à la consolidation au bilan consolidé de l'ensemble du groupe. Donc, vous avez ici la somme, on va mettre la somme des éléments de chaque bilan comme première étape. Donc, et nous avons au niveau de l'actif, comme vous constatez, 40 000 plus 15 000, donc qui va nous donner, donc vous avez ça, 40 000 plus 15 000, il va nous donner 55 000. Et de la même façon, les titres de participation, nous avons 5300 qui sont relatives
aux différentes participations de A, B et C, donc les titres de participation qui figurent dans le bilan de M. Donc, il n'y a aucun titre de participation dans l'entreprise A et on fait la somme littérale de l'ensemble des éléments donc de la société M, l'entreprise mère et également sa filiale A. La méthode maintenant de mise en équivalence de B et de C. Donc, nous avons mis devant nous les deux bilans d'après les données et nous avons dressé un tableau de calcul que vous avez vu maintenant. Donc, les premiers éléments, on va retenir le capital, les réserves et le résultat pour la société B et pour la société C. Donc, voilà, pour la société B, 1, 2, 3, donc l'ensemble de ces éléments. Pour l'entreprise C maintenant, 1, alors je vais continuer la liste des chiffres pour ne pas se perdre, pour vous permettre de mieux suivre, 5 et 6. Voilà les éléments de la mise en équivalence. Donc, le total de 4000, c'est le total de ces trois éléments. Voilà. Et ça nous donne 2500 pour l'entreprise C. Maintenant, nous avons, d'après les données, un pourcentage d'intérêt de 50%, nous l'avons déjà présenté, et d'après les données de notre exercice, donc je multiplie 50% fois 4000, ça nous donne 2000. Je multiplie 2500 fois 30%, ça nous donne 750. Les titres de participation sont évalués à 1000 au niveau de l'entreprise chez la société M et de 300 chez l'entreprise M pour la société C. Donc ça, c'est les titres de participation qui figurent chez la société M. Donc je fais la différence entre la quote-part de la situation nette, 2000 moins 1000, ça nous donne 1000, et je mets 750 moins 300, ça nous donne 450. Maintenant, pour ajuster ça en écriture comptable, donc les titres mis en équivalence, c'est 2000. Voilà. Donc je vais mettre 7 ici. Donc au niveau de 7, c'est ça. 750. Voilà. Septième information. Les titres de participation, c'est la somme. 1300. Huitième information. Et les réserves de la société mère, elles sont égales à 800. Donc les réserves sont égales à 800. Comment on a déterminé ce 800? Donc, je vais vous montrer. Donc nous avons dit que les réserves, c'est 1000 de la société B fois le pourcentage d'intérêt de 50%. Plus, donc ça c'est la 9e information qui traite les réserves. Donc plus 1000 également fois 30%. Donc ce qui va nous donner 500 plus 300 est égal à 800. Dernier élément, c'est au niveau des résultats. Soit je peux équilibrer en mettant 2550 moins 1000 moins 3800, soit je peux avoir au niveau des résultats, donc vous avez le résultat de P, c'est toujours 1000 fois 50% plus 500 fois 30%, qui va nous donner un total de 650. Voilà comment nous avons mis pour le calcul de cette méthode de mise en équivalence de B et de C, qui va nous permettre de retrouver le bilan consolidé. Donc, voilà la partie active du bilan consolidé. Nous avons pris le total
de la consolidation. Donc ici, le total, c'est de M plus 1 que nous avons déjà calculé précédemment. Et par la suite, donc, il va nous donner l'ensemble de ces montants. Donc la cession de la machine, donc c'est moins 200. Donc comment on a retrouvé ces 200? Donc ces 200, c'est au niveau de la cession de la machine, au niveau de l'immobilisation. Voilà, c'est celle-là. Donc la VNC, comment on a calculé la VNC? Donc nous avons mis 3000 moins l'amortissement cumulé qui est 3000 fois le taux qui est 20% de 5 ans fois 2 sur 5 qui va nous donner le total de 1800. Donc ici c'est 1200 et ici 3000 moins 1200 est égal à 1800. Donc le produit de cession est égal à 2000 d'après les données que vous avez devant nous. Donc voilà pour un montant de 2000, produit de cession. Et nous avons fait la différence qui va nous donner une plus-value pour l'immobilisation de 200 que je vais la retrancher pour retrouver la ligne de mobilisation. Donc je vais mettre ici petit 1 pour y revenir petit 1. Au niveau des titres mis en équivalence, ça on a déjà calculé au niveau de tableau précédent et on a déjà présenté, c'est voilà, si vous l'avez vu, donc ça c'est 2750 titres mis en équivalence. Troisième élément, c'est les titres de participation. Donc on a fait une intégration de A, c'est-à-dire on va retrancher 4000. Donc cette 4000, voilà, c'est celle-là. J2. Pour tenir en considération l'intérêt minoritaire qui est égal à 1000. Également, il y a une mise en équivalence de 1300 pour les titres de participation, donc que nous avons déjà présenté. Et ça va nous donner 0. Donc 1300, c'est 1000 qui est relative à l'entreprise B et l'entreprise C. Donc voilà, petit 3. 1000 pour A et 300 pour B. Là, ça c'est l'information que je vais mentionner. Donc ça c'est 1000. Donc ça c'est l'information que j'ai notée G3. Voilà, au niveau des informations. Au niveau de l'actif circulant c'est cette partie-là de 1060. C'est quoi? C'est les comptes courants, c'est les prêts qui est accordé par M à la société A, qui réellement doit être retraité. Donc le montant c'est 1000, oui certes, c'est 1000, plus les intérêts qui est égal à 1000 fois 6%, égal à 1060. Enfin, la trésorerie n'a pas changé de 6000, donc je fais les sommes et je retrouve les montants consolidés au niveau de l'actif. Passons maintenant au niveau du passif. Donc les montants du passif, les voilà. Donc le premier élément, ce que nous avons, c'est au niveau du capital. Donc l'intégration de 1. Donc nous avons le montant global du capital qui est 5000. Petit 1. Qu'on doit tenir en considération, on va le retrancher. Au niveau des réserves, donc on a des dividendes qui vont se déplacer du résultat qui s'élève à 2000. Donc on va constater, voilà le total de 2000. Et puis par la suite, il y avait 5000, moins 5000 plus 4000, c'est au niveau des réserves, donc que nous avons au niveau du bilan initial. Donc voilà, les réserves, on va retrancher 5000 de la société A, ça c'est petit 2,
petit 2. Et on va ajouter 4000 plutôt, petit 3. Donc de la même façon, la mise en équivalence, d'après le tableau que nous avons tracé, il y a 800 au niveau des réserves. Donc vous l'avez dans l'écriture des réserves. Au niveau maintenant du résultat. Donc le résultat, il y a la cession de la machine qui va être diminuée d'une valeur de 200. Donc on a également le déplacement du dividende vers les réserves. Et par la suite, on a fait pour le tableau de calcul des intérêts minoritaires. Donc nous avons retranché 2000 et nous avons ajouté 1600, donc d'après les données que vous avez ici. Alors 650, c'est le résultat que nous avons détecté au niveau de la mise en équivalence. Et en faisant le total, nous allons trouver 2050. Les intérêts minoritaires, c'est 2400. Voilà. Petit 4. Et par la suite, les dettes à long terme, aucun changement, mais les dettes à moyen terme, donc c'est les 1060 qui sont relatives à ce intérêt ou bien à ce montant-là de compte courant, donc qui englobe le montant principal 1000 plus 60 au niveau des intérêts, donc on va le retrancher à ce niveau-là, donc dans des opérations réciproques. Donc ça c'est petit 5. Voilà la présentation finale de notre bilan consolidé au niveau de l'actif et du passif. Passons maintenant au niveau du CPC des sociétés intégrées. Comme nous l'avons fait au niveau du bilan, on va commencer par la société à laquelle nous avons le contrôle exclusif et l'intégration de A et de M. Donc on va ajouter les deux éléments pour retrouver le CPC suivant. Donc tout simplement, on a fait 7000 plus 3000 pour retrouver 10 000. Et on a fait une somme littérale de l'ensemble des éléments pour avoir un résultat net de 4000 en faisant la somme de 2000 plus 2000 jusqu'à la fin. Présentation maintenant du CPC consolidé en tenant en considération l'ensemble des informations relatives à la mise en équivalence également, et également au niveau des informations de la cession et au niveau de l'information du compte courant d'associé pour l'ensemble du groupe. Donc nous avons dressé les tableaux suivants et les calculs, on va les voir ensemble. Donc les ventes, on a un montant global de 10 000, il n'y a aucune influence. Donc nous avons pris en considération les dividendes, la cession de machines, et nous avons dit les comptes courants et le résultat de mise en équivalence pour la société B et C. Donc pour les autres produits, il y a la cession. Donc ça, c'est le prix de cession. Donc le prix de cession, petit 1. Voilà. Il est ici le produit de cession. Les produits financiers. Donc les produits financiers, c'est les titres au niveau des résultats. Voilà. Est égal à 2000 comme produit financier. Donc petit 2. « 60, c'est les intérêts des comptes courants, nous avons dit, voilà, comme des charges financières. Donc, ils vont se déplacer de charges financières vers les produits financiers. Donc, ils vont être annulés les deux. Donc, ces deux éléments, c'est, je vais mettre petit 3 pour ces deux éléments. On fait le total des produits, on calcule de la façon suivante. Les achats consommés, il n'y a aucun changement. Les autres charges, donc revenons ici que c'est le total de M plus 1.
Maintenant, au niveau des autres charges, c'est 1800, c'est relatif à la VNC. Petit 4. Et enfin, nous avons dit que les charges financières seraient 60 et nous avons déjà présenté résultat net des sociétés intégrées et par la suite le résultat de mise en équivalence que nous avons déjà présenté auparavant. En faisant les calculs nécessaires, les sommes, nous allons retrouver le total suivant et les éléments de notre CPC consolidé avec un résultat net consolidé de 2450.